Voilà, donc bonjour à tous. Nous reprenons après cette pause, pour ceux qui n'étaient pas au symposium Lundbeck, pause déjeuner, toujours un petit peu difficile de redémarrer en pause prandiale, mais en tout cas je suis très honoré et heureux d'accueillir et de vous présenter le professeur Armin von Gunthen, qui, Armin, est professeur de psychiatrie de l'âge avancé au CHU et à l'Université de Lausanne, donc représente l'ouverture à la francophonie de la société, entre autres, et chef de service du service universitaire de psychiatrie de l'âge avancé au CHUV, avec une ouverture et une approche en étant très attaché, pour moi qui commence à le connaître depuis quelques mois, à une approche intégrative et globale de la personne âgée qui, à mon sens, est au cœur de nos pratiques en psychiatrie de la personne âgée, avec un point fort qui est son souhait et sa volonté de promouvoir la discipline dans toutes ses dimensions, à la fois cliniques, de soins, de formation, d'enseignement, mais aussi de recherche, vraiment toutes ces missions académiques qu'il porte de façon très présente. Alors nous lui avions demandé, ainsi qu'au docteur Dan Georgescu, comme vous le voyez sur cette diapositive, de parler de leur vision de la psychiatrie et de la psychothérapie de la personne âgée, à travers à la fois l'évolution, l'histoire de la discipline, les défis actuels, ce qu'on rencontre, et les perspectives futures. Et vous verrez que l'expérience suisse est à mon sens intéressante et nous permet peut-être de prendre certaines idées pour essayer d'améliorer notre organisation pour certains, ou en tout cas de suivre certains modèles. Alors c'est une co-construction, ce diaporama, avec le docteur Dan Georgescu, qui est le coprésident de la Société suisse de psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais lui et Armin ont beaucoup écrit sur cette vision d'organisation, de qualité des soins et de modèle finalement à atteindre. En tout cas, je trouve que c'est un beau reflet de ce que vous avez fait, ce que vous faites en tout cas avec la société suisse. Donc Armin, je te laisse la parole et merci encore d'être là pour nous faire partager cette vision commune que vous avez. Merci Pierre. Bonjour, mesdames, messieurs, chers collègues, mesdames les coprésidentes du congrès et Pierre, le président en fait de la SF3PA. Je suis honoré d'être ici aujourd'hui. Normalement, c'est, comme Pierre vient de le dire, le docteur Dan Georgescu qui aurait dû être là, et il vous salue. Il vous salue en fait de son lit de convalescence, ce qui fait qu'il y a 2-3 semaines, en fait, il m'a téléphoné pour me demander si j'étais d'accord de venir à sa place, et j'ai dit oui. J'ai dit oui parce qu'il y a des liens non seulement professionnels, mais amicaux qui nous lient, et c'est pour ça que je suis là au lieu de lui. Mais c'est lui qui a fait l'essentiel de la présentation. J'ai dû évidemment me l'approprier un petit peu, la changer un peu, raccourcir surtout, parce qu'elle était encore plus longue que ce que j'ai prévu aujourd'hui. Et voilà. Conflit d'intérêts. Puisqu'il faut maintenant déclarer les conflits d'intérêts, j'ai encore appris ça ce matin. Ce que je peux dire, c'est que j'ai des intérêts. Ça, c'est sûr et certain. Et aujourd'hui, mon intérêt, c'est de vous présenter un peu la cause, en fait, de la personne âgée avec des troubles psychiatriques à travers le regard de la SPPA, la Société suisse de psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée. C'est un petit peu ça le but. Et puis, à partir de là, est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts? Probablement. Probablement, il y a toujours des conflits d'intérêts. Mais je ne les connais pas, c'est à vous de les découvrir au fur et à mesure, comme ça, de cette heure de présentation. À peu près 1 heure, on m'a dit. Alors l'idée, c'est de vous présenter, de faire un bref récapitulatif historique de la PPA. PPA signifie psychiatrie, psychothérapie de la personne âgée. Je vais utiliser un peu cette terminologie pour raccourcir un peu les choses. Et puis ensuite, je vous parlerai un petit peu des structures de la SPPA, la formation approfondie que nous avons en psychiatrie de la personne âgée, le travail de réseau. Ensuite, un chapitre qui nous est cher au sein de la SPPA, c'est les recommandations et le travail sur les standards de qualité. Et finalement, encore un petit aperçu, si vous voulez, sur l'évolution clinique en PPA et l'avenir, comme on peut se l'imaginer. Alors je commence par une citation
Die Alterspsychiatrie ist das dunkelste Kapitel der Psychiatrie. Ou en traduction, la PPA est le chapitre le plus sombre de la psychiatrie. C'est pas très flatteur, mais c'est vrai que la psychiatrie gériatrique n'a jamais été véritablement une de ces branches sexy et glorieuses en médecine. C'est comme ça, mais elle n'est pas moins intéressante, évidemment. Si l'on lit cette phrase, eh bien c'est personne d'autre que Émile Kraepelin qui l'avait dite, et c'est pourtant pas n'importe qui, hein, donc il faut probablement qu'on prête attention lorsqu'il dit ce genre de choses. Émile Kraepelin, un des fondateurs de la psychiatrie moderne, mais pour l'excuser un petit peu, il l'a dit il y a plus de 100 ans en arrière, et puis depuis les choses ont quand même évolué un tout petit peu, et pourtant, est-ce que véritablement elles ont évolué? La question est posée, puisque une autre citation, beaucoup plus récente, et malheureusement une citation qui est encore d'actualité, puisque j'entends encore ce genre de choses venant de partout, y compris de certains collègues psychiatres, « Psychogeriatrics is a dead-end job for which no psychiatrist in his right mind applies. » Vous vous rendez compte? C'est pas seulement pas très flatteur, c'est carrément une offense, j'espère, pour nous toutes et tous ici réunis, puisque c'est pas comme ça que nous pensons, a priori pas. Alors, la psychiatrie gériatrique en Suisse, la PPA, elle a commencé dans le canton de Vaud. Je sais que les Français sont des férus de la géographie suisse. Je n'aurais pas été obligé de montrer cela, mais j'ai appris ce matin qu'il y avait aussi des Camerounais, des Tunisiens, et peut-être pour eux c'est utile de situer ce canton de Vaud dans Lausanne et la capitale. C'est un des cantons tout à l'est, tout près de la frontière française, et c'est là en fait que la PPA suisse a commencé, à Lausanne. Dans les années 50 à peu près, dans ce canton de Vaud, eh bien, les députés et les professionnels, évidemment, avant eux, ont compris qu'il y avait de plus en plus de vieillards qui souffraient de troubles mentaux, et ils ont décidé qu'il fallait faire quelque chose. Et c'est effectivement sur la base de cette décision que le premier hôpital dédié spécifiquement à la personne âgée avec des troubles mentaux a été inauguré en 1963, sur le site de Lausanne, sur le site de Seury, où nous sommes toujours, même si nous avons entre-temps un nouvel hôpital. Ensuite, en 1969, c'est le premier service ambulatoire de PPA qui a été créé, à Lausanne encore une fois. Et c'est le premier manuel de PPA qui a été édité en français, en l'occurrence, en 1969, par Müller et Wertheimer. Les Zurichois, qui d'habitude en Suisse sont les premiers, là, avaient véritablement de retard, 15-20 ans si vous voulez, puisque c'est seulement en 1979, qu'ils ont inauguré la première institution spécialisée en PPA à Zurich. Et édité, dans quelques années plus tard, le premier manuel de PPA en Suisse alémanique. Sur le front académique, il y a également des choses qui se sont passées, puisque Jean Wertheimer devient le premier professeur extraordinaire à ce moment-là de PPA, de nouveau à Lausanne en 1989. Et ensuite s'ensuit, à partir des années 80, 80, si vous voulez, vers la fin de la décennie, toute une odyssée comme ça, en termes de politique professionnelle. Je vous parle aujourd'hui de politique professionnelle, en PPA essentiellement. Une odyssée qui a duré une vingtaine d'années, si vous voulez, avec la création de la commission pour la PPA dans le cadre de la Société suisse de psychiatrie et de psychothérapie. C'était en 86. Il y a ensuite eu la création du groupe de travail sur la vieillesse dans le cadre de la SSG, c'est la Société suisse de gérontologie, qui regroupait des psychiatres, des gérontologues, des gériatres, des sociologues, etc. Mais apparemment, ils ne se sont pas très bien entendus, ce qui fait que les psychiatres ont fait, se sont séparés en fondant la SPPA en 1991. Le premier président, c'était Jean Wertheimer. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre nous l'a encore connu. Professeur Clément, mais il n'est pas là. Évidemment, ils ont édité aussi un livre ensemble en français. Peut-être que vous le connaissez. Et donc, c'est le début de la SPPA, si vous voulez. Ensuite, il y a eu des avancées, des reculs, assez compliqués comme ça sur le plan politique,
porté beaucoup par Eva Krebs-Rubitschek, une présidente de la SPPA qui a succédé à Jean Wertheimer. Des fois, on avait le vent en poupe, des fois, c'était le contraire, on a été bloqué politiquement, etc. Mais on a quand même réussi, en 2005, de faire adopter la formation approfondie en PPA par la Chambre médicale suisse. Toute formation approfondie, ou aussi les titres, doivent passer par la Chambre médicale. Donc, ce n'est pas les psychiatres d'un côté, c'est l'ensemble comme ça qui décide si on accepte oui ou non une formation en particulier. Et ça a été accepté malgré la résistance de la part des sociétés de neurologie et de gériatrie. Ce qui fait que finalement, en 2006, plus particulièrement le 1er juillet, on a pu introduire la formation approfondie en PPA officiellement en Suisse. Nous avons essayé de résumer ça, plus les défis actuels, les futurs, dans un article que nous avons publié en 2017 avec Dan Georgescu, qui a aussi été repris dans les lettres de psychiatrie par Jean-Pierre Schuster, qui est aussi quelque part dans la salle. Et si ça vous intéresse, évidemment, on peut vous le faire parvenir. Voilà tout pour la question un peu historique. Maintenant, j'ai envie d'enchaîner un peu avec la description des structures de la SPPA, de la formation approfondie, de notre travail de réseautage, puisque c'est essentiel. Ici, vous avez la homepage de la société avec, si ça vous intéresse en français, l'accès à cette homepage. Voilà le comité de la SPPA, je vous la montre parce que ce sont vraiment eux les moteurs de la psychogériatrie en Suisse. C'est eux qui vont aller défendre, ou elles si vous voulez, qui vont aller défendre la psychiatrie sur plan politique à tous les niveaux. Et ils font un immense travail d'arrache-pied depuis de nombreuses années. Un grand comité quelque part, vous avez vu, c'est pas petit. Pour une société, somme toute assez petite, puisque nous avons, en tout et pour tout, en mai 2024, nous avons 150 membres. Ce n'est pas énorme, mais à l'échelle de la Suisse, ce n'est pas peu, puisque nous avons 8,5 millions d'habitants à peu près dans notre pays. Donc c'est assez remarquable comme avancée. Et la SPPA est aujourd'hui la société de type formation approfondie la plus grande. C'était aussi la première à être créée. Parmi 4 sociétés de ce type-là qui existent, il y a la Société pour l'addictologie, il y a la Société suisse forensique, psychiatrie forensique, et il y a encore la consultation et liaison. Donc 4 sociétés spécialisées à l'intérieur de la Société suisse de psychiatrie et psychothérapie. Mais 155, c'est le nombre de gens qui font partie de la SPPA. Nous avons plus de monde. Au moment de la période de l'introduction du titre, c'est-à-dire en 2007, on était 60 porteurs. C'était essentiellement les gens comme ça qui remplissaient les critères de la phase de transition qui était obligatoire, qui ont obtenu le titre à un moment donné. Des gens qui travaillaient déjà depuis au minimum 5 ans dans le cadre de la psychiatrie gériatrique full-time, c'est eux qui ont reçu le titre. Mais nous avons commencé à former des gens à partir de ce moment-là. Et à vrai dire, nous avons, en date du 7 janvier 2024, 232 porteurs de titres dans le pays, 232 titres de psygères spécialisés. C'est pas si peu pour la taille de notre pays. Et en fait, ils sont un peu plus parce qu'au printemps, il y a à nouveau une vingtaine à peu près qui a passé les examens. Et donc, on doit être à peu près 250 aujourd'hui, psychogériatres en Suisse. Quelques mots sur la formation de PPA en Suisse. Tout d'abord, je vous parle brièvement de la formation en psychiatrie générale, c'est important. La formation en psychiatrie générale, reconnue au niveau suisse, FMH, ISFM, peu importe ce que ça veut dire, est une formation qui dure 6 ans. 6 ans avec 2 ans obligatoires de psychiatrie hospitalière générale, 2 ans de psychiatrie ambulatoire, 1 année à choix et 1 année de médecine somatique. Donc on est obligé pour obtenir le titre de psychiatre de faire au minimum 1 année de médecine interne, de chirurgie, de gériatrie, enfin ce que vous voulez. Ça fait 6 ans. Et à l'intérieur, et ça c'est clairement un des bénéfices que nous avons pu obtenir via une SPPA qui s'est beaucoup battue pour cela, pour tout psychiatre en formation en Suisse, 6 mois de psychogériatrie sont obligatoires.
peut pas obtenir le titre de psychiatre sans avoir passé au moins 6 mois dans un service accrédité de psy AG. Et là, on vient à la formation approfondie en PPA. C'est une formation qui s'ajoute aux 6 ans de formation psychiatre, donc en tout c'est 8 ans. Et dans cette durée de 2 ans, il y a 1 an en hospitalier qui est exigé et 1 an en ambulatoire, 60 heures de théorie. La plupart de ces heures-là sont fournies par la société, notre société, la SPPA. Il faut 120 heures de supervision, je crois un quart à peu près de ces supervisions doivent être faites par un expert à l'extérieur de l'institution de formation à laquelle appartient le candidat. Et ensuite, le tout est sanctionné par 2 examens, un examen écrit d'abord, avec des vignettes cliniques, ce genre de choses, et 6 mois si le candidat a passé avec succès cet examen, et il doit faire un examen oral. Et ça concerne d'ailleurs tout le monde, peu importe d'où il vient, peu importe l'exercice, et c'est même le cas des professeurs qui viennent de l'étranger. Ils passent par cette case-là, ce que nous voulons, pas parce que nous doutons de leurs compétences, mais parce que nous avons un souci de réseautage et d'intégration de nos collègues psygères à l'intérieur de ce réseau de psygères, si possible la SPPA. Je ne sais pas si Pierre, tu l'as déjà fait. Et c'est ça dont je parle. C'est dès le départ, la SPPA a fait un travail de mise en réseau active avec les parties prenantes, de participation à différents comités. Pour nous, le réseautage en tant que société est absolument essentiel. Ce n'est pas possible autrement pour obtenir des résultats. C'est pour ça que nous le faisons. Voilà donc un premier intérêt ou un premier conflit d'intérêts. Nous le faisons parce que nous avons un intérêt que la cause de notre société avance. La Société suisse de psychiatrie et psychothérapie, c'est notre société mère où nous œuvrons activement. Nous sommes aussi, en tant que psygères, dans le comité central maintenant de la Société suisse de psychiatrie, seul moyen pour faire avancer la psygère à l'intérieur de la Société de psychiatrie. Institut suisse pour la formation médicale postgrade, Association nationale pour le développement de la qualité, je y reviendrai, Office fédéral de la santé. Là, on était très actifs, c'est important, dans la stratégie nationale en matière de démence, stratégie en matière de soins palliatifs, et un bout de formation aujourd'hui est reconnu pour la déontologie et reconnu aussi pour la palliatologie en Suisse. Je ne vais pas vous parler plus de cela, pour vous parler aussi un peu d'un autre chapitre de réseautage qui est important, à savoir la coopération internationale. Évidemment, c'est difficile de comparer les différents systèmes de santé d'un pays à l'autre, puisque le cadre juridique, le cadre politique, financier, etc. est différent. Mais ça peut être intéressant justement de voir un peu comment font les autres. Peut-être parfois on peut s'en inspirer. C'est pour ça que pour nous la coopération internationale est importante. Même si pour la plupart c'est plutôt via des aspects professionnels, scientifiques, congrès, comme ici aujourd'hui, que les choses se passent. Une société importante pour notre petit pays, c'est la Société allemande de gérontopsychiatrie et psychothérapie, la DGPP, à laquelle nous participons toujours, toutes les années, activement. Elle a toujours lieu à Berlin. Ils ne voyagent pas comme la SF3P, là, ils sont toujours à Berlin, eux. Et la Société francophone de psychogériatrie et psychiatrie de la personne âgée, la SF3PA, merci encore pour l'invitation, est un partenaire qui devient de plus en plus important pour nous, et je m'en réjouis. La European Association of Geriatric Psychiatry, ça aussi c'est une association qui est importante pour nous. Du côté suisse, on a toujours fait partie de l'Europe, oui, en fait. Nous avons en tout cas toujours fait partie de cette association au niveau du comité central de cette association. Elle est importante. Tout membre suisse est aussi membre à l'EAGP. Et pour votre information, c'est la toute première association psychogériatrie sur plan mondial, avant la WPA, avant toutes les autres. C'était la EAGP qui était la première. Et là, un petit coup de pub au nom de l'EAGP. Toutes les années, il y a la EAGP Lausanne Summer School qui a lieu en général en septembre. Donc on va probablement le refaire d'ici une année de nouveau en septembre. Et puis on compte sur la SF3PA pour faire un peu de pub quand le moment sera venu pour qu'il y ait quelques francophones peut-être qui participeront.
Les autres organisations internationales importantes, c'est, vous en avez entendu parler ce matin, la WPA, Section of Old Age Psychiatry, et bien sûr l'Organisation mondiale de la santé est ici. Vous avez déjà vu, je ne sais pas si vous en souvenez, cette image de gauche, ce matin. C'était les Technical Consensus Statements on Psychiatry of the Elderly qui ont été développés par le service à l'époque de Jean Wertheimer, aujourd'hui c'est le nôtre, à Lausanne, qui ont été publiés en 1999. Psychiatrie de la personne âgée, organisation de soins, psychiatrie de la personne âgée, éducation, c'est-à-dire formation des professionnels, ce genre de choses. Et Carlos Lima l'a cité ce matin. Et je voulais aussi, même si ce n'est pas une histoire de SPPA, mais plutôt de notre service, qui était pendant très très longues années le seul et unique centre collaborateur pour la psychogériatrie de l'Organisation mondiale de la santé. Je voulais rendre hommage en fait à Carlos que vous avez vu ce matin, parce qu'il a œuvré beaucoup pour la psychogériatrie, surtout à un niveau international, comme vous avez pu le constater ce matin, et maintenant en particulier puisqu'il est le président de la section Old Age Psychiatry de la WPA. Mais nous avons aussi des contacts, et je pense que c'est recommandé aussi pour tous les pays européens d'ailleurs, de faire partie de l'UEMS, c'est-à-dire l'Union européenne des médecins spécialisés. Il y a une section psychiatrie là-dedans. Et eux, c'est des psychiatres, et ils ont jugé utile de promouvoir la psychiatrie gériatrique. Et ça, c'est une très bonne chose, puisque ça met un peu de pression politique, si vous voulez, sur les gouvernements. C'est ça l'idée, un peu derrière toutes ces collaborations de type international. Et il faut mettre de la pression, vous l'avez vu aussi ce matin, je pense. Quelques mots sur les décisions tarifaires, ou sur les tarifs en Suisse. Ça peut être un peu rébarbatif, et de fait ça l'est, en tout cas pour moi, mais je vais quand même vous en parler brièvement, parce que c'est quelque part le nerf de la guerre, qu'on veuille ou pas. Si vous voulez faire quelque chose, il faut du fric derrière, c'est comme ça. Et en Suisse, en fait, les décisions tarifaires se prennent au niveau de l'Office fédéral de la santé publique. C'est là que ça se passe. Mais il y a bien sûr un deuxième échelon, c'est celui des partenaires tarifaires, des groupes divers, comme vous pouvez le voir ici, composés de spécialistes de la médecine, c'est la FMH. La FMH, c'est la Fédération des médecins helvétiques. Mais il y a aussi plein d'autres acteurs qui interviennent dans les décisions tarifaires, comme par exemple, ici, les assurances. Les assureurs, ça c'est les plus redoutables, évidemment, quand il s'agit de négocier des tarifs, et ils sont multiples chez nous, et ils ont un excellent lobby au niveau fédéral, sous la coupole fédérale, comme nous disons chez nous. Mais il y a aussi les représentants des cantons qui ont aussi leur mot à dire, puisqu'une partie du système de santé est financée, ou disons cofinancée par les cantons. Et vous savez peut-être que nous avons 26 cantons en Suisse, et chacun a son propre système de santé. Et ça, c'est un peu le problème, si vous voulez, de notre fédéralisme quelque part. Et vous pouvez vous imaginer, c'est pas évident de mettre tout ce petit monde d'accord autour des tarifs, sujets sensibles. Il y a le troisième échelon, c'est les sociétés spécialisées, entre autres, qui peuvent influencer, de par leur travail de lobbying, la tarification au niveau des partenaires tarifaires plus hauts. Et c'est là que nous, en tant que société SPPA, on essaie d'y intervenir. C'est un travail extrêmement important d'essayer, oui, je vais le dire comme ça, encore une fois, conflit d'intérêts, d'infiltrer ces instances, parce que si vous n'obligez pas ces instances qui sont décisionnelles à vous écouter, vous n'obtenez rien du tout. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Alors, je ne sais pas comment c'est ici, en France, ou en Tunisie, ou au Cameroun, mais en Suisse, c'est comme ça. Les tarifs sont importants, puisque c'est eux qui représentent en fait la partie monétaire d'une prestation médicale de soins, si vous voulez, mais les codes le sont aussi. La codification, la CIM 10 et bientôt à partir du 1er janvier 2027, officiellement la CIM 11, fait foi par rapport à ça. Et nous avons beaucoup milité pour un code en particulier. C'est peut-être anecdotique, mais à peine. C'est celui des SCPD. Les SCPD, vous vous en souvenez, c'est les symptômes, signes comportementaux et psychiques liés à la démence. Puisque
nous n'avions pas la possibilité de coder. Pourquoi? Puisque l'Office, une petite histoire comme ça, l'Office fédéral de la santé en Suisse a décidé qu'il ne faisait pas confiance aux Suisses. Ça, c'est une caractéristique suisse d'ailleurs. On fait toujours confiance aux autres au lieu de se faire confiance soi-même des fois. Et ils ont décidé, c'est le système allemand comme ça, qui va faire foi en Suisse. Le problème du système allemand, c'est qu'il ne prévoyait pas la codification, la 5e position de la codification SIM10, dans leur système. Ce qui fait que, depuis l'introduction, c'était, je crois, c'était quoi, 1993 à peu près, de la SIM10, nous n'avons pas eu la possibilité de coder. Enfin, bien sûr, nous avions la possibilité de coder dans notre coin, mais enfin, ça n'avait aucune répercussion puisqu'elle n'avait pas été repris par l'Office fédéral des statistiques suisses, ce qui veut dire que nous ne savons rien en termes au niveau fédéral sur les SCPD de notre pays. Et évidemment, et ça c'est l'autre partie, c'est que nous n'avons aucune possibilité de faire valoir ça sur le plan tarifaire, puisque ça n'existe pas, tout simplement, officiellement. Les SCPD en Suisse n'existent pas. Et nous avons mené un combat, je vous jure, de 15 ans pour pouvoir enfin, maintenant, obtenir des résultats pour que les SCPD seront codables via le code U que vous voyez ici, qui d'ailleurs reprend déjà, petite anecdote, de la CIM 11. Vous avez peut-être vu que la CIM 11 change au niveau de la catégorisation des SCPD par rapport à la CIM 10, et elle tient d'ailleurs compte des recommandations du groupe que nous avions créé de l'OMS par rapport à l'adaptation comme ça de la CIM 11 à certains besoins du sujet âgé. Ça, c'est un petit succès, on n'en a pas eu beaucoup par ailleurs. Voilà, donc, en résumé, les tarifs et les codes sont essentiels en ce qui concerne la politique de santé dans notre pays et peut-être aussi chez vous. Et avec ça, j'enchaîne avec un chapitre qui nous est très cher au niveau de la SPPA, c'est les recommandations et les standards de qualité, qui sont aussi un peu en lien avec les tarifs, et j'y reviendrai par la suite. Voilà, encore un peu d'allemand, mais n'oubliez pas que Dan Gergescu, qui a préparé ça, il vient de la partie alémanique de Suisse, et donc il a sorti ça, Sie haben ihn kaputt gemacht, ils l'ont détruit. Ça, c'est des articles comme ça qui sortent dans la presse. Ou bien les seniors, ils sont sédatés avec des pilules, bien qu'il y ait des alternatives, d'autres possibilités, des choses comme ça. Évidemment, ça n'arrive pas seulement en Suisse alémanique, ça arrive aussi chez nous en Suisse romande, et je parie, ça peut aussi arriver dans d'autres pays. C'est pas rigolo tout ça, c'est des dégâts de réputation, des choses comme ça pour les institutions qui sont ciblées par rapport à ça. Et pour ça, il faut des recommandations pour que les institutions puissent se défendre contre des accusations injustifiées. Les accusations justifiées, c'est un autre chapitre, là il faut assumer. Et c'est une des raisons, mais pas la seule, pourquoi nous mettons beaucoup l'accent sur les recommandations. Alors les guidelines ou recommandations sont des lignes directrices médicales, des directives, des consensus, des recommandations de diagnostic de traitement, qui sont généralement, mais pas nécessairement toujours, basées sur des preuves et représentent le standard médical actuel. Et en fait, c'est juridique, c'est des normes qui ont une portée juridique sur le plan pratique. Le médecin en Suisse, il est tenu à respecter les guidelines, sinon, en fait, il ne fait pas face à son devoir de diligence en tant que médecin. L'Académie suisse des sciences médicales, elle dit que les guidelines doivent bénéficier d'un large soutien. Ce n'est pas une recommandation comme ça d'un professeur de faculté qui déclare connaître la chose. C'est véritablement quelque chose qui doit être consensuel, qui doit être négocié, si possible, pas seulement par la société médicale en question. Raison pour laquelle nous essayons toujours, pour les recommandations, nous associer avec les sociétés qui sont importantes pour le champ de la psychiatrie gériatrique. Les gériatres, les neurologues, mais aussi, et peut-être surtout, les infirmiers.
c'est de plus en plus important dans notre champ d'associer les corporations des infirmiers dans les recommandations. Il faut indiquer le degré de recommandation au niveau d'évidence, il faut que ça reflète les normes médicales et ça c'est pas une mince affaire, il faut que ces guidelines ou recommandations soient remises à jour. La fréquence de cette remise à jour n'est pas donnée, c'est un autre problème difficile parce que les choses avancent, vous ne pouvez pas faire de recommandations toutes les années. Toujours est-il qu'au niveau de la SPPA, nous avons saisi cette chance, déjà il y a bien plus de 10 ans, parce que nous nous sommes dit qu'il faut qu'on fasse des recommandations. La loi est toujours derrière par rapport à la science, nous devons faire des recommandations. Et nous avons commencé par une première recommandation qui s'est inspirée des principes de la EBM, c'est-à-dire de la Evidence-Based Medicine. Nous avons publié en 2014 sous l'égide de Egemen Savaskan de Zurich, et nous avons produit ce premier algorithme. Alors, propos ici, ce n'est pas de parler de cet algorithme, mais simplement vous le montrer, parce qu'évidemment, il a évolué. Et nous avons, en fait, continué à en produire. Je vous les montrerai tout à l'heure. Mais, bien entendu, la EBM est critiquable. Ce n'est pas la vérité infuse non plus dans la EBM. Et il y a toute une série de raisons pourquoi c'est comme ça. Et pourtant, je pense qu'il faut quand même s'en inspirer. La première, surtout pour la PPA, c'est qu'il n'y a pas d'études. Et je crois... M. Raffard l'a déjà un petit peu dit ce matin par rapport à la schizophrénie, pas seulement sur plan thérapeutique, mais aussi sur plan diagnostique. Et puis, une fois quelqu'un qui s'est amusé à calculer à peu près l'investissement dans la recherche sur la schizophrénie du sujet âgé par rapport à la schizophrénie tout court, si vous voulez, et ça correspondait sur plan mondial à peu près à 1%. Alors, voilà. Comment vous voulez faire des progrès au même titre que les autres si on ne vous donne pas l'argent nécessaire pour le faire? Je parle beaucoup d'argent aujourd'hui, mais enfin voilà, je viens de Suisse, c'est normal. Ou alors, s'il y a des études, c'est le manque de spécificité, si vous voulez, de l'âgé. Vous avez beaucoup d'études, évidemment, il y a des personnes âgées, mais elles se confondent un petit peu, ou fondent un peu dans la masse des autres, les personnes plus jeunes. Ou alors, et ça je pense que c'est un des plus grands problèmes que nous avons en médecine, mais pas seulement en PPA, mais de façon générale, c'est les supranormaux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là. Ce sont des personnes qui entrent dans les études, surtout en ce qui concerne les études thérapeutiques, qui ont un problème, mais aucun autre problème, qui sont compliants, qui sont bien entourés. C'est précisément les personnes que nous ne voyons pas, ou si peu, dans les consultations de santé publique, si vous voulez. C'est-à-dire, en d'autres termes, tout ce que nous savons ne concerne pas nos patients. Enfin, j'exagère peut-être, mais à peine. D'autres raisons, bien entendu, de critique, c'est la compréhension physiopathologique qui est souvent incomplète. Ici, Dan, il voulait démontrer, je vais faire vite comme ça, tous les facteurs vasculaires qui peuvent être à l'origine de problèmes de type neurocognitif, état confusionnel aigu, ce genre de choses. Et il y a une ignorance de la recherche fondamentale préclinique, par exemple, de l'influence de l'homocystéine, de l'hyperhomocystéine, EMI. Il aime beaucoup ça. Il l'utilise d'ailleurs dans le traitement de l'état confusionnel. Mais évidemment, ça n'apparaît nulle part, puisque l'evidence-based medicine ne permet pas que ça apparaisse. Toute la réflexion ou toute l'analyse éthiopathogénique est incomplète en général, peut-être aussi parce qu'on n'a pas assez de place pour le faire dans les recommandations, mais c'est un point extrêmement important. D'où alors la question, mais est-ce que l'évidence, la EBM, est-elle encore crédible? Qu'est-ce qu'on fait de ces 20 000 études publiées, contrôlées, RCT, toutes les années, sur les médicaments, dans le domaine médical? Comment on fait entrer dans les recommandations 20 000 publications comme ça toutes les années? Comment élaborer les directrices, ou les directives, les lignes directrices, pardon. Il n'existe souvent pas de niveau de preuve suffisant qui remplisse tous les critères d'EBM, et ça me fait penser aussi à Cochrane, elle a été mentionnée ce matin. Avec Cochrane, vous avancez pas beaucoup parce que la conclusion est presque toujours la même, il n'y a pas assez d'études. Pour être sûr, qu'est-ce que je fais avec ça dans la pratique? Il faut quand même, à un moment donné, essayer d'apporter quelque chose aux patients, même si ce n'est pas Cochrane ou IBM.
Et il est vrai que les ressources financières, on vient d'en parler, sont parfois mises à disposition de la recherche, mais elles dépendent beaucoup de l'intérêt de celui qui finance les études, et c'est évidemment le cas pour les médicaments. C'est essentiellement l'industrie pharmaceutique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et c'est un peu cruel peut-être comme constat, cette EBM est une EBM, mais seulement là où le financier a un intérêt de fournir les preuves pour l'EBM. C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui, malheureusement, et surtout en psygère, dans une situation où l'EBM est devenue en partie a finance-based medicine, où je me permets de caricaturer encore un petit peu une finance-biased medicine. Il faut en tenir compte, c'est assez problématique. Nous avons ce problème, par exemple, autour du off-label use, c'est-à-dire l'utilisation hors étiquette. Je m'imagine que c'est aussi un problème dans vos pays, pas seulement chez nous en Suisse. Nous avons par exemple un problème avec les homologations récemment, un très faible intérêt de la part des fabricants, produits pharmaceutiques, etc., par exemple, faire des études nécessaires sur des produits qui sont déjà sur le marché, qui sont relativement bon marché. Évidemment, pas d'argent à faire, donc pas d'intérêt, mais ce qui est pire, parce qu'eux, ils ont évidemment un intérêt financier par rapport. Mais ce qui est pire, c'est qu'il n'y a pas d'incitation des instances gouvernementales de faire des études de ce type-là, en prenant l'argent où il est, si vous voulez. Au contraire, une augmentation des obstacles à surmonter est courante. C'est-à-dire il y a de plus en plus de règlements administratifs comme ça qui disent qu'il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut encore faire cela, ce qui fait que seulement ceux qui ont beaucoup d'argent, c'est-à-dire l'industrie pharmaceutique, est encore capable de faire ce type d'études. Ça, c'est clairement de la FPM, même si le résultat est peut-être celui de la EBM, mais tellement focalisé sur certains aspects. Et pourtant, en Suisse, le traitement hors étiquette est reconnu. C'est ancré dans le droit. Le médecin a le droit d'utiliser des médications off-label. Et une des idées, c'est que peut-être c'est une manière de donner accès à certains médicaments, même si ça ne correspond pas encore à EBM, si vous voulez, à des patients qui ont besoin en fait de ce type de médication, par exemple. Il existe même des cas où l'utilisation off-label d'un médicament est devenue une norme médicale, et si le médecin ne l'utilise pas, il pourrait en fait ne pas répondre à ses exigences, à son devoir de diligence en tant que médecin. Et nous avons cette question un peu à l'exemple, enfin on peut le décrire à l'exemple des AP, c'est-à-dire les antipsychotiques atypiques dans le traitement, encore une fois, des SCPD. Je m'imagine que tout le monde d'entre vous utilise ce type de médicaments. En Suisse, bien sûr, nous avons aussi recommandé l'utilisation de ces médicaments dans un certain nombre de situations, plus particulièrement dans le traitement aigu des psychoses franches, chez des patients qui ont une pathologie neurocognitive à la base, dans le cas d'une agressivité forte, classique, ou encore d'une agitation majeure. Mais nous avons seulement un antipsychotique qui est reconnu, qui n'est pas off-label, c'est la risperidone dans notre pays. Tous les autres ont une évidence et une recommandation relativement élevée d'application dans cette indication-là, mais sont tous off-label. C'est une des raisons, de nouveau, pourquoi il faut absolument avoir des recommandations qui contournent un peu le problème des offices fédéraux de santé publique et qui sont toujours derrière sur l'accréditation de traitement par rapport à la science. Bien sûr, et ça c'est une exigence de l'Académie suisse des sciences médicales, il faut un consensus aussi large que possible, et c'est pour ça que je vous l'ai dit, on ne va pas seulement faire ça dans notre coin, mais on essaie de faire ça avec les gériatres, les neurologues, les infirmiers, etc. Et pourtant, là vous voyez, le Health Technology Assessment sur mandat de l'Office fédéral de la santé publique et dans la perspective du healthcare payeur, donc il faut aussi tenir compte bien entendu du payeur, eh bien, ils ont fait une analyse et ils ont basé ces analyses sur les résultats d'études randomisées contrôlées. D'autres connaissances ont été complètement ignorées. Encore un exemple, cette fois-ci ordonné par l'Office fédéral de la santé,
de FPM, de Finance Biased Medicine. D'accord? Et c'est là qu'on doit un peu se battre, mais il y a des progrès. Il y a des progrès par rapport à ça qui viennent de Swiss Ethics, qui s'est dit: il existe certes des preuves scientifiques et cliniques de l'utilité et de l'efficacité d'une thérapie, mais où les preuves, c'est l'empirisme si vous voulez, comme ça au quotidien, mais où les preuves suffisantes, étayées par des RCT, font défaut. Pour eux, si on ne se base que sur les RCT, c'est en fait équivalent à ne pas permettre un accès à des thérapeutiques potentiellement utiles. L'objectif pour Swiss Ethics, ce n'est pas RCT et BM, c'est l'égalité de traitement et l'accessibilité en fait à la thérapeutique. C'est pour ça que dans les guidelines, on aura maintenant droit en Suisse de pas seulement nous baser sur des EBM, enfin si vous voulez des critères EBM, ou autrement dit FPM, mais sur d'autres études, y compris peut-être précliniques et cliniques, pour faire des recommandations, et sur l'empirisme finalement de nos pratiques au quotidien. Et je pense que ça, c'est une sacrée avancée, et nous allons en tenir compte dans les recommandations du futur. Alors voilà les recommandations. Quelques images comme ça, je fais un peu de pub. Malheureusement, tous ces livres, on en a publié 4 ou 5 maintenant de livres, n'existent qu'en allemand. Par contre, il y a des articles, pour la plupart, qui ont été traduits en français pour la Suisse francophone, si vous voulez. Et nous sommes, en fait, en collaboration avec d'autres sociétés, focalisés sur l'état confusionnel, sur la dépression, sur la dépendance et sur les psychoses. Je vous ai déjà parlé du premier, c'est-à-dire les SCPD. Voilà des guidelines dans d'autres domaines qui ne visent pas forcément que le psychiatre gériatrique, mais qui visent aussi d'autres personnes. Par exemple, les personnes qui travaillent en EMS. EMS, c'est les EHPAD en France, ou certains professionnels qui ne sont pas des médecins. Donc, ça, c'est très important que les directives ne ciblent pas seulement un peu une vision tour d'ivoire comme ça des choses, certains spécialistes, par exemple les psychiatres dans tel et tel domaine, mais en fait, l'ensemble des professionnels qui pivotent autour d'un patient, peu importe où il est, et c'est en général pas l'hyperspécialiste, c'est les autres qui s'occupent des patients avec des troubles psychiatriques. Nous avons aussi beaucoup collaboré dans les guidelines dans le domaine de la démence, avec des choses, memory clinic, etc., sur les biomarqueurs, etc. Tout ça, ce sont des choses qui sont très importantes parce qu'elles sont contraignantes pour la pratique médicale. C'est ça qui est important. C'est des choses qui sont contraignantes dans la pratique médicale. C'est pour ça que nous le faisons. Et je ne peux pas m'empêcher d'un autre petit clin d'œil sur Lausanne qui n'a rien à voir avec la SPPA, mais j'ai mentionné avant le premier manuel de psychogériatrie en langue française qui a été édité en 1969 par les professeurs Muller et Jean Wertheimer. Petit hommage à Jean Wertheimer qui était aussi avec Carlos et M. King et d'autres encore, mais c'était mon mentor en fait de psychiatrie gériatrique. Il y avait Jacques Richard, fabuleux travail, psychiatrie gériatrique de Genève, et ensuite de nouveau à Lausanne sous la direction de Giannakopoulos et Gaillard. Il y a l'abrégé de psychiatrie de l'âge avancé. Et plus récemment, en 2029, le service, en collaboration avec d'autres, a édité le Vademecum de psychiatrie gériatrique, une espèce de livre de poche pour les internes avant tout, comme ça, quand ils commencent la psychiatrie. Mais même quand on est avancé, on peut encore trouver un certain intérêt. Qu'est-ce qui se passe là? Quelques mots sur la qualité. C'est un peu le même chapitre, la question de la recommandation et de la qualité. Nous travaillons beaucoup sur la qualité, et en fait, la Confédération, mais aussi les sociétés savantes, comme par exemple la Fédération des médecins psychiatres et pédopsychiatres, ils misent beaucoup sur la qualité et sur des indicateurs de qualité. C'est même en train de devenir une obligation absolue dans l'exercice de notre pratique de s'en inspirer. Il y a toutes sortes d'exigences par rapport à la qualité, par exemple, chez nous, d'une institution de formation. Il faut être accrédité, il faut faire un examen sommatif, il faut avoir comme institution un concept de formation et le mettre en route, évidemment.
Il y a ensuite en Suisse une enquête auprès des assistants. Tous les ans, tous les assistants de n'importe quelle branche en fait reçoivent un questionnaire pour que l'institution de formation soit évaluée par eux. C'est ensuite, les statistiques sont analysées du côté de l'école fédérale polytechnique de Zurich et chaque responsable, et c'est pas toujours rigolo, mais enfin chaque responsable de chaque unité de Suisse reçoit un retour, une espèce de hit list de comment son établissement a été coté. Nous avons, au niveau de la SPPA, avec aussi Georgescu, avec Lepel, essayé, au nom de la SPPA, enfin du comité, de définir un certain nombre de standards qualité en lien avec la psychiatrie gériatrique qui ont été publiés il n'y a pas si longtemps. Et ça me semble quelque chose d'important, en tout cas pour la Suisse. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous, puisque pour la plupart du temps, les critères de qualité utilisés ou demandés sont des critères de qualité type résultat. Est-ce que dans votre unité, vous avez beaucoup d'escarres, ce genre de choses, hein? C'est le résultat. 10%, 20%, j'en sais rien. Si vous avez 80%, vous n'êtes pas très bon. Mais le problème, ce n'est pas tellement la question du résultat. La question est celle des moyens. Normalement, le résultat ne peut pas être bon si les moyens n'existent pas. C'est pour ça que nous essayons de favoriser ce qu'on peut appeler des critères de qualité structurels, au sens large du terme. Donc, il faut des qualifications, domaine médical, par exemple dans un service de psygère. Il faut des qualifications dans le domaine non médical. Il faut d'autres collègues, des gériatres, des gérontopsychologues, etc. Et il faut une offre de formation pour les jeunes qui passent dans un service. Il faut une offre diagnostique, et c'est défini ce qu'il faut faire. Je fais un peu vite et je ne vais pas tout passer ça en revue. Il faut des offres thérapeutiques. Il faut aussi relever les mesures de résultats via des expériences des patients. Peut-être ça vous dit quelque chose, les PROMs, les Patient Related Outcome Measures. Et de l'autre côté, les CROMs, c'est-à-dire comme vous, en tant que clinicien, vous évaluez les choses, les Clinician Related Outcome Measures. Nous voulons ça, des infrastructures et aspects gérontologiques dont on tienne compte. Par exemple, dans le service de PA, il faut que l'intimité des personnes soit correcte, que les infrastructures soient là, qu'il y ait peut-être un jardin déontologique, ce genre de choses, et j'en passe. Il y a d'autres moyens de qualité en Suisse, c'est les recommandations d'une part, ces démarches de qualité. Il y a aussi les listes des hôpitaux, et là les cantons sont très très divers, et disons certains font bien. Le canton de Vaud, pour une fois, n'est pas très bon, je trouve, au niveau de la liste hospitalière. Le canton d'Argovie, d'où vient Dan Georgescu, est très bien, puisque la psychiatrie gériatrique est reconnue officiellement comme une catégorie en tant que telle hospitalière, si vous voulez. Mais ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut remplir des exigences. Il ne s'agit pas de déclarer « je suis un spécialiste ». Il faut remplir des exigences sur le plan de la dotation, sur le plan de ce que l'on fait, de l'offre, sur le plan de qui, en fait, différents professionnels qui font partie, et de l'offre qu'on a sur le plan diagnostique et sur le plan thérapeutique. Tout ça est très clair. Et c'est dans ce sens-là, et je ne vais pas vous ennuyer plus avec ces histoires comme ça de qualité par ailleurs, ou de tarification, mais c'est extrêmement important parce que les tarifs, à un moment donné, peuvent être les moteurs de la qualité. Parce que pour obtenir de l'argent, vous devez faire la preuve que vous avez la compétence et les moyens et les infrastructures comme ça pour faire telle et telle chose. Et si vous remplissez ces critères, vous allez recevoir la rémunération nécessaire. Dans ce sens-là, même si je peste toujours contre ces histoires de tarifs, de relevés, des trucs comme ça, c'est extrêmement pénible, ça reste néanmoins important, et je pense que c'est un moteur de qualité si c'est bien fait. Nous avons beaucoup œuvré au niveau de l'Association nationale pour le développement de la qualité, justement, pour essayer de sortir un peu de cette ambiguïté de ce qui est basé sur le résultat, mais introduire également des histoires de type structurel.
Et ce qui est intéressant et un véritable succès, je pense, pour notre société, la SPPA, c'est que nous sommes maintenant reconnus sur plan fédéral en tant que psychiatrie gériatrique comme catégorie hospitalière à part entière. C'est-à-dire on ne va pas disparaître dans la masse de la psychiatrie générale. C'est ça que ça veut dire. Et il y a déjà quelques résultats parce que nous pouvons maintenant enfin revendiquer que, par exemple, les mesures limitatives comme ça de mouvements et des trucs comme ça seront ou soit distinguées. Avant, Covid, norovirus, agitation psychotique, tout ça c'était la même chose sur le plan statistique. Nous pouvons maintenant, à partir de maintenant, séparer ces choses-là. C'est important puisque le sujet des mesures limitatives de mouvement est quelque chose d'extrêmement important. Dan Georgescu a fait un joli résumé quant à cette question-là. Et nous avons, et ça c'est la toute dernière chose, c'est sorti la semaine passée, nous avons ce HONOS, peut-être vous connaissez HONOS, hein, c'est le Health Related Outcome Measures, c'est une mesure qui mesure un peu le degré de gravité, comme ça au moment, à l'entrée à l'hôpital psychiatrique, et qui mesure la gravité, si vous voulez, ou l'amélioration à la sortie. Et la psychiatrie gériatrique, toute hospitalisation confondue, a des valeurs HONOS plus importantes que tout le reste de la psychiatrie. C'est-à-dire le niveau de gravité de l'hospitalisation psychogériatrie est en moyenne supérieure à tout le reste de la psychiatrie et le différentiel est plus grand que dans le reste de la psychiatrie. C'est-à-dire l'amélioration est meilleure, toujours disons statistiquement parlant, par rapport au reste de la psychiatrie. C'est extrêmement important parce que c'est par ce biais-là et uniquement par ce type de biais-là, c'est-à-dire par les chiffres, que vous pouvez en fait revendiquer une assise qui ne soit pas seulement idéologique, mais véritable. Nous avons donc eu toute une série de succès de la PPA, et c'est un bénéfice très clair d'avoir une société nationale forte. La reconnaissance du titre de formation approfondie, c'était vraiment le truc déterminant, parce qu'à ce moment-là, on est sorti du wishful thinking vers quelque chose où on n'a pas pu commencer à défendre l'existence de la psychiatrie gériatrique et par ce biais-là, évidemment, les besoins de la personne âgée avec un trouble psychiatrique. Je ne vais pas vous en parler plus parce que le temps avance. Encore quelques mots sur l'évolution clinique et quelques défis à l'avenir. Ce n'est peut-être pas les mêmes chez vous, mais en tout cas chez nous. Ici, c'est une étude déjà un peu ancienne, mais je la trouve intéressante et probablement elle est vraie aussi dans mon pays. Peut-être chez vous aussi. Regardez, ici, c'est les hospitalisations en fonction ou en raison d'un d'un problème mental, c'est-à-dire une décompensation psychiatrique au sens large du terme. Où est-ce que ces patients-là sont hospitalisés? Est-ce qu'ils sont hospitalisés dans un service spécialisé, c'est-à-dire dans un service de psychiatrie, ou dans un service non spécialisé, par exemple somatique, urgence somatique et des trucs comme ça? Donc le blanc, c'est spécialisé. Vous voyez, en fonction de l'âge, que les jeunes, ils sont très volontiers hospitalisés, plutôt dans des services spécialisés, contrairement comme ça aux âgés. Vous le voyez là, ça tourne à 65 ans. La majorité, si ce n'est toutes les personnes âgées comme ça, avec une décompensation psychiatrique, sont hospitalisées ailleurs qu'en psychiatrie, en tout cas en première instance. Ça, c'est extrêmement important, parce que ça, c'est la santé publique. Ça veut dire que vous devez mettre vos forces là où les patients arrivent, en première instance. Oui, c'est aussi une question de place. Oui, bien sûr. Alors, je ne connais pas la situation de type Australie, parce que l'étude vient d'Australie. Mais c'est clair, nous, par exemple, au CHUV, il y a un nombre incalculable d'urgences, et puis plein d'urgences de type psychiatrique et psychogériatrique qui y arrivent. En tout cas, pour moi, la conclusion de tout ça, peut-être à ETI, si vous voulez, peut-être je me trompe, enfin, c'est que en Suisse, en tout cas, la PPA, elle sera à l'avenir de plus en plus une psychiatrie de type consultation et de liaison. Alors, on aura toujours besoin d'hôpitaux, besoin de places, mais la question, c'est est-ce qu'on veut investir dans les places ou est-ce qu'on veut investir avant que les places ne deviennent nécessaires? Les deux sont nécessaires, c'est question de curseur, si vous voulez, où on le met. Pour la pratique clinique, nous avons les vieux, et les vieux sont probablement un champ d'investigation très très important pour nous autour de l'assistance technologique. Nous avons besoin de ça.
il y a une pénurie comme ça de soignants de plus en plus important. Et je crois que le champ de la PPA est assez intéressant par rapport à ça. Mais attention, comme ça a été dit aujourd'hui, un petit peu déjà lors du symposium de ce matin, l'assistance technologique n'est pas un objectif. L'assistance technologique est un moyen qui peut être extrêmement utile. Malheureusement, c'est difficile de fournir la preuve. Nous avons soumis une étude comme ça où nous voulions montrer que l'objectif d'une amélioration via l'assistance technologique va être amélioré, mais ça n'a pas été financé. Ensuite, nous avons les young old. Ce sont des gens, voilà, les baby boomers par exemple, dont certains d'entre nous faisons partie, qui vont augmenter. C'est un peu aussi la génération de tout de suite, enfin ce genre de choses, qui veut dire que nous devons développer un certain nombre de choses en psychiatrie gériatrique parce que ces personnes arrivent comme ça en âge maintenant. C'est probablement des pathologies de emotional discontrol, comme ça, la dépendance à toutes sortes de choses qui va augmenter. Et nous n'avons pratiquement pas de moyens en psychiatrie gériatrique aujourd'hui par rapport à ça. Je pense que l'addiction, l'addictologie et la psychothérapie, et surtout son accès à un moment donné par les patients, va devoir être développé plus spécifiquement pour ce groupe de jeunes vieux, si vous voulez. Et en Suisse, mais vous l'avez compris, la psychiatrie gériatrique n'est pas une psychiatrie de la déontologie. La psychogériatrie, c'est vraiment, dans notre définition, n'importe quelle pathologie de la personne âgée, comportementale, psychiatrique. Et je pense qu'il y a un certain nombre de pratiques cliniques émergentes. Nous n'avons pratiquement pas de connaissances et de moyens mis en place aujourd'hui pour ce groupe qui devient de plus en plus important. C'est en fait le groupe, le segment de l'âge qui augmente le plus rapidement en Suisse. Ce sont les nonagénaires et les centenaires. Nous avons très peu de connaissances à leur sujet. Chez vous, c'est la même chose puisque vous reconnaissez Jeanne Calment là, tout à gauche. Et nous avons en fait lancé la Swiss Sense, la première étude synergétique avec d'autres institutions sur les centenaires suisses. Je pense que nous serons confrontés en psychiatrie parce qu'on peut quand même considérer qu'un pourcentage élevé, peut-être 50% des centenaires, ont de réels problèmes de type psychopathologique. Et un autre groupe, ce sont les gens qui vieillissent rapidement ou plus rapidement, qui ont une vulnérabilité, les gens qui sont plus jeunes, c'est-à-dire des personnes comme les gens qui ont des encéphalopathies post-accident, des choses comme ça, mais qui aujourd'hui vieillissent de plus en plus et plus longtemps, les personnes avec une déficience intellectuelle qui sont fréquentes et qui vieillissent de plus en plus, à quelqu'un avec une trisomie a toutes les chances d'arriver à 50, 60, 70 ans aujourd'hui, ou encore les patients avec des toxicodépendances dont on sait que très souvent il y a une sorte d'accélération du processus de vieillissement. Ce qui veut dire que la psychiatrie gériatrique, PPA, si vous voulez, doit se transformer un peu d'une psychiatrie avec une vision statique de la déficience liée à l'âge avancé vers une psychiatrie plutôt dynamique du changement, c'est-à-dire on remplace la vieillesse par le vieillir. Et le vieillir, ça peut commencer évidemment un peu plus tôt qu'à 65 ans, définition arbitraire, sociétale bien entendu, en tout cas dans notre cas. Je pense que la PP académique va devenir de plus en plus importante. Peut-être c'est aussi un peu du wishful thinking de ma part, parce que je viens de ce milieu-là. Vieillissement précoce, grand âge, les deux choses que je vous ai mentionnées, l'addiction. Je pense que nous devons aussi développer de plus en plus l'aspect forensique en psychiatrie. Sacha Tselik ici m'a parlé de la criminalité chez les personnes âgées hier, quand on a voyagé. Oui, c'est important, de plus en plus fréquent. La migration. On peut fermer les yeux devant le phénomène de la migration, mais ça ne servira à rien, il viendra quand même. Donc on doit nous intéresser à ça. La recherche est fondamentale et je dirais, c'est facile de le dire comme ça, dans tous les domaines de la psychiatrie gériatrique, dans tous les domaines de la PPA, épidémiologie, éthiopathogénie, nous savons juste pas assez. Nous savons beaucoup de choses, je ne vais pas non plus banaliser les trucs, mais nous savons juste pas assez pour être complètement à la hauteur. L'assistance technologique, les thérapeutiques, mais dans tous les domaines, pas seulement en pharmaco. La psychothérapie va devenir plus importante dans le domaine de la personne âgée, la neuromodulation dont on aura l'occasion de parler après. Je pense, et c'est un peu polémique, que la PPA sera académique ou elle ne le sera pas.
mais toujours dans un objectif. Dans un objectif. C'est celui de diminuer ce qu'on appelle le mental health gap. C'est quoi le mental health gap? Ça vient de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, qui a fait un peu des études et puis qui, bon, disons, c'est évident quelque part qu'il n'y a pratiquement pas de personnes qui s'occupent de santé mentale dans les pays économiquement faibles. En Afrique, en Amérique latine par exemple. En moyenne 200 fois plus de moyens en termes d'EPT, de personnes qui travaillent chez nous en comparaison à ces pays-là. Et ça, c'est une idée que l'OMS en veut diminuer ce gap en ce qui concerne la santé mentale. Malheureusement, il y a aussi ce que j'ai baptisé le Swiss Mental Health Gap. Et c'est simplement ça. C'est qu'il y a un nombre plus élevé de pathologies mentales à l'âge avancé, relatif à l'âge adulte, plus jeune. Premier constat. Surtout, bien sûr, les troubles cognitifs et les troubles affectifs. Mais les personnes âgées sont moins souvent traitées, moins souvent bien traitées et moins souvent traitées par des spécialistes. Et c'est pour ça que nous investissons de notre côté, en tant que société, dans la psychiatrie gériatrique. Un certain nombre de défis. Le plus grand défi, c'est certainement la pénurie de professionnels de la santé qui nous attend en Suisse. Ce n'est pas seulement du côté médical, mais du côté des infirmiers. Le grand problème, on a déjà parlé de la stigmatisation. Ce matin, ils ont parlé de la double stigmatisation. Je rajouterai la triple stigmatisation. La triple stigmatisation, c'est que c'est pas bon d'être vieux, d'avoir un trouble mental et d'être pauvre. Et la pauvreté dans notre pays est en train d'augmenter également. C'est la triple stigmatisation de la personne âgée qui va nous poser un problème. Et finalement, les nombreuses attaques qui continuent toujours, qui viennent surtout du camp interne de la psychiatrie, contre la psychiatrie de la personne âgée. Là, il va falloir être fort en tant que société pour se défendre. Je conclus. The future of psychiatry depends greatly upon its leaders, especially its academic leaders. Their beliefs and commitments will, to considerable extent, determine the future of the specialty. Et là, je ne fais pas une hagiographie, ce n'est pas un commentaire hagiographique. C'est vraiment le groupe de professionnels qui peut faire avancer les choses, tel que par exemple une SPA. C'est ça. Ce n'est pas une personne, même s'il y a évidemment des gens qui dépassent la moyenne, mais c'est ça qui est important. Et en conclusion, et très rapidement, la PPA, et je ne parle bien sûr que pour la Suisse, sera une psychiatrie dont l'importance augmente évidemment, simplement parallèlement au changement démographique. On va aller, je pense, de plus en plus vers une psychiatrie de type psychogériatrique, type consultation et de liaison. Elle va devoir devenir de plus en plus universitaire. Et quand elle ne sera plus nécessaire, on va s'en passer de la psychiatrie gériatrique à partir du moment où il n'y a plus le phénomène d'agisme. Mais tant qu'il y a de l'agisme, et il est malheureusement encore extrêmement fort, y compris dans nos milieux universitaires, on aura besoin d'un groupement de SPPA, par exemple, fort, pour que la défense de la santé mentale des sujets âgés continue dans mon pays, et peut-être aussi dans le vôtre. Et avec ça, un petit clin d'œil encore de la part de Dan Georgescu. Ça, c'est la clinique de Königsfelden en Argovie, où il travaille. Et il ne me reste plus qu'à vous dire merci pour votre attention. Merci beaucoup Armin pour cette vision et cette présentation complète. J'espère que les participants pourront s'approprier certains aspects de ta présentation, effectivement à la lumière ou au regard suisse. Et donc une conférence n'apporte pas de questions, hein, c'est la tradition, et vu l'heure, je vous propose de faire la pause et le professeur Von Goten est bien sûr à disposition pour vous répondre si vous souhaitez échanger sur ces aspects. Merci beaucoup Armin, encore une fois.